Madame, Monsieur, bonsoir. Les 18 et 19 novembre, Rabat abrite le 14e colloque international des finances publiques co-organisé par la Trésorerie générale du Royaume et le ministère de l'économie et des finances et l'association pour la Fondation internationale de finances publiques. Cette 14e édition s'articule autour de la thématique principale des défis des finances publiques au XXIe siècle. Des personnalités marocaines et françaises de haut niveau vont discuter de thèmes variés et d'actualité allant des enjeux de la dette publique au financement de la santé, pour ne citer que ces deux thématiques, des problématiques auxquelles font face les finances publiques de par le monde aujourd'hui à cause du contexte de la crise sanitaire. Je reçois ce soir Nordine Bensouda, le trésorier général du Royaume, pour nous en parler. Bonsoir Nordine Bensouda, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Avant de parler du colloque, comment se portent aujourd'hui les finances publiques au Maroc au vu des conclusions, notamment du dernier bulletin mensuel de statistiques des finances publiques publié par la Trésorerie générale du Royaume? Vous le savez, ce bulletin, il reprend un peu la situation des comptes publics. Nous sommes pratiquement 800 comptables à travers le Royaume. Il y a un reporting mensuel qui est destiné au ministre de l'économie et des finances et à tout le gouvernement. Il permet de voir la situation en temps réel. Donc cette situation s'améliore, alhamdoulilah, par rapport à l'année dernière. Donc l'activité a repris et donc les chiffres sont positifs. Nous voyons une amélioration des recettes. Bien entendu, les dépenses continuent à augmenter étant donné le soutien de l'État aux ménages et aux entreprises. Le déficit est il s'est amélioré un petit peu et nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous allons réaliser l'objectif qui a été arrêté par la ministre de l'économie et des finances, Mme Nadia Fattah. Et quand vous dites ça, Nordine Bensouda, est-ce qu'on peut dire que les finances publiques, ou en tout cas le programme gouvernemental, à travers ce projet de loi de finances présenté, comme vous le disiez par Madame la ministre de l'économie et des finances, peut être soutenable avec l'état des finances publiques aujourd'hui et les projections que l'on en fait pour l'année prochaine? Justement, c'est la question de l'heure. Aujourd'hui, il y a des politiques publiques surtout centrées sur tout ce qui est social, la santé, l'éducation, la culture, le sport et surtout la généralisation de la protection sociale. Le gouvernement mène une politique de mobilisation des ressources et à cette fin, il y a des dispositions qui ont été introduites par le projet de loi de finances 2022 qui vont dans le sens de l'amélioration de l'assiette fiscale et aussi de la mobilisation d'autres ressources, notamment les ressources non fiscales. J'entends par là, par exemple, les produits de monopole de l'Agence de conservation foncière, de l'OCP. Tout ça va dans le sens de pouvoir mobiliser des ressources afin de mettre en place les politiques publiques. Mais vous l'avez bien entendu au niveau du Parlement, c'est que l'État compte mener une politique sociale très intense, justement pour venir répondre à une demande sociale importante dans des domaines stratégiques. Nous y reviendrons, mais alors, parlons du programme de ce 14e colloque international des finances publiques, un programme très riche et varié et surtout avec la présence de personnalités de très haut niveau, comme je le disais tout à l'heure, du côté marocain comme du côté français. Il y a des sénateurs, bien sûr, il y a des financiers, il y a des professeurs même en santé, parce que le volet santé est traité dans toute une thématique dans le cadre de ces tables rondes organisées dans ce colloque. Alors, je voudrais vous poser une question toute simple. À qui s'adresse ce colloque, Nordine Bensouda? Ce colloque s'adresse à tout le monde, bien entendu. Il s'adresse aussi aux spécialistes, mais il s'adresse à vous en tant que journaliste, parce que vous éclairez l'opinion publique sur des questions de société. Vous savez, la gestion d'un État ressemble à la gestion d'un ménage, d'une entreprise. D'un côté, il y a les ressources, de l'autre côté, il y a des dépenses, et en même temps, il y a un contexte national et un contexte international. Nous subissons tous ce qui se passe au niveau international, la cherté des matières premières. Nous
nous subissons également les investissements directs. Est-ce qu'ils continuent à être mobilisés? Est-ce qu'ils arrivent toujours au niveau d'un pays comme le Maroc ou pas? Nous sommes dans le commerce international, entre export et import. Donc tout cela impacte les finances publiques. L'idée, c'est de se poser la question, comment on a pu gérer d'abord, vous le savez très bien, en 2008, nous avions une crise qui a impacté tout le monde, mais la crise de la pandémie Covid-19 est encore plus importante. Donc aujourd'hui, il est temps de travailler ensemble et je crois que l'idée qui ressort aussi du nouveau modèle de développement ou du rapport sur le nouveau modèle de développement, c'est qu'il y a une bonne intelligence aujourd'hui entre le secteur privé et le secteur public. Tous doivent travailler ensemble pour essayer d'un côté faciliter la tâche au secteur privé, pour qu'il continue à créer de la richesse en mettant en place des infrastructures, mais surtout se concentrer sur l'humain. Et de l'autre côté, l'État est là pour soutenir les ménages et les opérateurs économiques. Et l'État l'a fait considérablement pendant cette période de Covid. Et justement, donc, ce colloque permet d'éclairer les décideurs pour aller dans le bon sens en termes d'assainissement des finances publiques et éviter ce qui s'est passé dans le passé quand il y a eu des crises majeures au niveau économique et qui se sont répercutées sur le plan social et sur le plan économique. Quand on parle de création de valeur du côté du secteur privé, bien sûr, le rôle aujourd'hui du secteur public est on ne peut plus important, mais surtout, il est appelé à changer de paradigme en l'occurrence. Bien sûr, il y a cet investissement public record prévu pour le budget de 2022, 245 milliards de dirhams. Mais comment faire pour que le secteur privé suive, selon vous, Nourdine Bensouda, selon votre expérience? Vous avez parlé de bonne intelligence du secteur privé, mais comment justement on travaille en bonne intelligence entre cet investissement public qui est colossal et la création de valeur du côté du secteur privé? Vous savez, l'histoire est riche en enseignements. Pendant longtemps, il y a eu toujours ce face-à-face ou ces deux positions contrastées entre un courant libéral ou un courant néolibéral qui disait qu'il fallait laisser le marché faire le nécessaire. Et il y avait d'un côté les keynésiens ou les néo-keynésiens qui disaient que l'État doit intervenir. Absolument. Et dans le temps, le courant libéral a insisté sur essayer de réduire l'intervention de l'État. Mais nous avons vu que quand il y a eu crise, c'est l'État qui est venu à la rescousse. Et on a compris qu'on ne peut pas travailler uniquement en laissant le marché faire ou de l'autre côté en laissant l'administration, plutôt l'État, intervenir. Donc en fait aujourd'hui nous sommes arrivés à une sorte de nouvelle vision où l'État et le secteur privé, l'État et la société civile, l'État et tous les opérateurs doivent travailler. Et quand vous reprenez par exemple le livre blanc de la Confédération générale des entreprises, elle insiste sur un fait majeur en disant que l'État est un planificateur, est un régulateur, est un arbitre, il a des priorités, il doit soutenir le secteur privé et le secteur privé en même temps doit aller dans des secteurs innovants, mais il faut qu'il soit aussi responsable, la responsabilité sociale des entreprises. Et justement, se dégage de cette discussion aujourd'hui, de cette cohérence qui est espérée en même temps qui est en train d'être mise en œuvre, sur un système solidaire. Tout le monde doit participer, chacun doit connaître son rôle, avec du respect mutuel de part et d'autre, entre d'un côté des opérateurs qui ont du respect pour le travail qui est fait par l'État et un État qui respecte aussi les opérateurs économiques et soutient les ménages. Très bien. Alors, vous parlez de responsabilité du secteur privé, responsabilité sociale, à travers notamment l'inscription dans cette éthique, notamment fiscale. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'élargissement de l'assiette fiscale. Nourdine Bensouda, comment voyez-vous l'avenir des finances publiques à la lumière de la réforme fiscale, de la nouvelle réforme fiscale, de la nouvelle loi cadre sur la réforme fiscale au Maroc? Vous savez, en fiscalité, il y a des fondamentaux, des choses qui sont claires.
quand on parle de personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, il y a un impôt sur les sociétés. Quand on parle d'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif qui répond à un objectif d'équité et de redistribution. Et il y a des impôts de consommation tels que la taxe sur la valeur ajoutée. Depuis toujours, on sait que ces impôts sont des impôts d'abord synthétiques, c'est le cas par exemple de l'impôt sur le revenu, ou un impôt proportionnel, l'impôt sur les sociétés. Il y a quelques années, enfin il y a plus exactement en 2018, on a mis en place un impôt progressif qui n'est pas du tout adapté aux personnes morales. Et justement, le gouvernement actuel s'est rendu compte qu'il fallait revenir à ces fondamentaux. Donc pour résumer, un impôt proportionnel pour les sociétés, un impôt progressif pour les personnes physiques qui reprend toutes les catégories de revenus, j'entends par là revenus professionnels, salarial, mobilier, foncier et agricole, et de la TVA. Et cette TVA, justement, il ne faut pas se tromper. La TVA est un impôt neutre. Qu'est-ce que veut dire un impôt neutre? C'est-à-dire une large base avec un seul taux. Le fait d'avoir mis quelques taux de manière transitoire ne veut pas dire qu'il faut continuer à avoir ces taux multiples, parce que ces taux multiples déstructurent la TVA et du coup nous nous retrouvons dans des remboursements à l'infini. Et justement, le gouvernement actuel et justement le chef du gouvernement, dans son allocution au Parlement, a insisté sur la suppression, dans la mesure du possible, de certaines dépenses fiscales qui viennent déstructurer la nature même de cette taxe sur la valeur ajoutée, qui compte pratiquement la moitié des incitations fiscales. Donc mettre de l'ordre dans les finances publiques et dans la politique fiscale permettrait de mobiliser et en même temps d'insister sur un aspect fondamental, c'est que les finances publiques sont là pour assurer une solidarité et essayer de diminuer les inégalités sociales et spatiales. Est-ce que justement cette loi 69-19 est prête à entrer en vigueur selon vous ? La réforme sur la fiscalité dont vous parlez et également la réforme de la fiscalité locale vont dans ce sens, parce que vous le savez, les budgets des collectivités territoriales se fondent sur les transferts qui sont faits, notamment des 30% de la TVA pour la fiscalité locale. Aujourd'hui, grâce au travail qui est fait avec le ministère de l'Intérieur et la Trésorerie générale et aussi la Direction générale des impôts, d'essayer d'améliorer la gestion de la fiscalité locale, qui va venir soulager le budget de l'État, mais en même temps, il y a un travail qui est fait avec les opérateurs économiques pour améliorer, je dirais, toutes les ressources publiques, que ce soit les ressources fiscales au sens propre, les ressources douanières, les revenus domaniaux, les produits de monopole, parce que nous avons des entreprises publiques qui sont performantes et qui contribuent massivement au budget de l'État. Très bien. La nouvelle gestion financière publique qu'entend promouvoir la loi organique relative à la loi de finances de 2015, où en est la mise en œuvre, Nourdine Bensouda, où en est la mise en œuvre de cette réforme, puisqu'on parle de réforme, on va parler de réforme fiscale, où en est la mise en œuvre de cette réforme ? Vous avez raison de parler de la loi organique des finances. Cette loi organique a mis comme principe des choses que vous connaissez dans le privé. C'est quoi? C'est la recherche de la performance, c'est la recherche de résultats, c'est la recherche de finalité. Et pendant longtemps, la loi organique précédente insistait davantage sur des budgets, des répartitions, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la loi organique, elle cherche la finalité de ces politiques publiques ou de ces budgets qui sont alloués. Et puis la recherche de la performance, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a mis en place ou on a mis à la disposition des départements ministériels des crédits, il faut chercher est-ce que la politique a été atteinte. C'est-à-dire en matière de santé, ce n'est pas le fait d'augmenter les montants alloués à la santé que nous allons avoir une meilleure qualité de santé. Donc de voir est-ce que aujourd'hui ces départements ministériels améliorent leur capacité de gestion, cherchent de la performance. Et c'est valable pour tous les départements ministériels. Donc la loi organique des finances, elle reprend des principes qui existent dans le secteur privé, de la bonne gestion, avec des budgets précis,
bien exécutés. Parce que nous sommes rendus compte que le taux d'exécution parfois dans certains départements ministériels n'arrive pas à 50%. Exact. Donc il y a des crédits qui sont octroyés à ces départements ministériels, mais malheureusement il n'y a pas eu l'exécution qui suit. Et donc le ministère de l'Économie et des Finances dans son ensemble essaye de soutenir les départements ministériels pour la bonne exécution et en même temps pour dégager des marges de manœuvre, parce que finalement si un département ministériel ne va pas utiliser ces fonds qui sont mis à sa disposition, il vaut mieux le donner à un autre secteur. Et justement, dans la même enveloppe budgétaire de manière globale, la rationalisation est nécessaire et aussi ce partage entre les départements ministériels qui soit rationnel et équilibré pour atteindre ces politiques publiques et aussi pour assurer un service public de qualité pour nos citoyens. Est-ce que le fait que ce nouveau gouvernement compte un département dédié justement à l'évaluation de des politiques publiques pourrait peut-être encourager davantage, plus de synergie d'ailleurs entre le ministère de l'Économie et des Finances et ce nouveau département de l'investissement et aussi de l'évaluation des politiques publiques? Donc est-ce que selon vous c'est une bonne chose pour mieux gérer ou cette redistribution, comme vous dites, des recettes de l'État? Vous voyez juste, vous avez raison, parce que finalement, comme on dit, ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Donc c'est nécessaire d'évaluer ce que nous sommes en train de faire, tout un chacun, quel que soit le niveau de responsabilité. Donc il s'agit de responsabilité de tous les intervenants, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a des évaluations qui doivent être faites pour savoir est-ce que l'objectif est atteint. C'est en parfaite harmonie avec la loi organique des finances dont on a parlé tout à l'heure. Justement, on évalue pour avoir un feedback et savoir quels sont les correctifs à prendre. Si c'est une question de choix, si c'est une question de moyens, si c'est une question de ressources humaines, si c'est une question de système d'information. Donc l'évaluation est fondamentale, mais il y a un aspect aussi autant fondamental que l'évaluation, c'est la convergence des politiques publiques. Et je crois que ce terme convergence, التقائية بالعربية, cette convergence, on la retrouve dans le rapport du nouveau modèle de développement, on la retrouve dans le livre blanc de la CGM, on la retrouve dans tous les discours officiels, c'est qu'au lieu de travailler de manière séparée, il faut travailler ensemble et en bonne intelligence, avec beaucoup d'humilité et en mettant l'ego de côté, parce que c'est fondamental quand on veut gérer la chose publique. Et atteindre ces objectifs du nouveau modèle de développement. Nourdine Bensouda, quel est le rôle? Oh, bien sûr, il est central, mais concrètement, quels sont les rôles que sont amenés à jouer les finances publiques dans la mise en œuvre? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la mise en œuvre de ces recommandations de la Commission spéciale sur le modèle de développement, mais quid des rôles que ces finances publiques sont amenées à jouer? Vous savez, ici et là, quels que soient les spécialistes, quels que soient les décideurs politiques, les économistes, les observateurs, il y a les politiques publiques sur lesquelles tout le monde est d'accord. Améliorer la santé, améliorer l'éducation, soutenir la culture, soutenir le sport, assurer les infrastructures nécessaires. Vous savez, nous avons un atout fondamental. Nous sommes dans un pays stable. Et ça, c'est un point fondamental en termes d'attrait des investissements. Et donc, tout cela nécessite des finances publiques bien gérées, équilibrées, bien réparties et qui assurent une équité, une justice sociale. Bon, je sais que la justice sociale ne se limite pas aux finances publiques tout seul, mais les finances publiques contribuent, parce que le fait d'octroyer des budgets à certains départements, donc ça permet d'assurer un service public. De l'autre côté, essayer d'assurer une redistribution par la fiscalité est fondamental, parce que ça permet à ceux qui ont plus de revenus fassent de la redistribution. C'est pour ça que l'essence même de l'impôt sur le revenu, c'est la progressivité. Celui qui a un salaire, c'est pas comme celui qui a plusieurs revenus. Et c'est pour ça que la globalisation permet d'atteindre cet objectif d'équité et de justice sociale. Et je crois que tout le monde aujourd'hui appelle à cette solidarité, et je crois que tout le monde est convaincu que la solidarité qui est là, et la preuve en est, quand il y a eu ce fonds Covid, nous avons vu tout l'effort qui a été effectué par les opérateurs publics et les opérateurs privés, que je tiens à remercier, parce que finalement
c'est grâce à cette contribution qu'on a pu passer, et puis surtout suite à l'initiative de Sa Majesté de créer ce fonds Covid, que nous avons pu faire face à toute la demande sociale et à permettre la vaccination de tous nos concitoyens. Et aujourd'hui, nous sommes sortis un peu de cette crise sanitaire, et nous espérons que l'avenir sera plus agréable et plus paisible pour nos concitoyens. Vous parlez d'un pays stable, bien sûr, sur les volets, soit-il sécuritaire, politique, mais aussi économique. Mais il y a ce spectre de la dette qui pèse sur beaucoup de pays, et le Maroc, j'imagine, n'y échappe pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque sur la stabilité des agrégats macroéconomiques en ce qui concerne cette dette? Est-ce que le risque est grand pour le Maroc? Vous savez, il y a eu crise sanitaire, et pour faire face à cette crise sanitaire, tous les pays se sont endettés. Oui. Donc c'est la seule solution, parce que l'État a favorisé l'humain par rapport aux agrégats économiques dans une période, j'allais dire dans cette parenthèse, et qui était nécessaire. Donc on ne peut qu'en s'en féliciter, puisque du moment qu'on a pu faire face à cette demande sociale. Bon, maintenant, la dette, elle est nécessaire, et comme l'a dit Madame le ministre, Madame de l'économie et des finances, Madame Nadia Ftah, la dette est nécessaire, et vous reprenez aussi la loi organique des finances, la dette est nécessaire quand on s'endette pour l'investissement productif. Et là, on a fait, je dirais, le relais pendant cette période un peu tampon, et aujourd'hui, du moment que l'activité économique reprend, nous allons voir les fonds propres, nos fonds propres comme une entreprise, c'est-à-dire la fiscalité et les autres ressources, vont reprendre, j'allais dire, des couleurs plus agréables, et on aura un peu plus de ressources, ce qui va nous permettre de diminuer un peu notre dette. D'ailleurs, si vous reprenez l'histoire des finances publiques au Maroc, au moment où nous avions des taux de progression à 2 chiffres en fiscalité dans les années 2007-2008, vous voyez un peu la courbe de la dette a diminué. Donc il y a cet effet de croisement de courbe entre la courbe des recettes fiscales globales de manière générale et la courbe de la dette. Plus on aura une dynamique, une croissance, nous aurons, parce que comme vous le savez, les recettes de l'État sont corrélées à la croissance, donc cette croissance va nous permettre de retrouver une meilleure situation des finances publiques pour répondre à la demande sociale. Donc ces enjeux de la dette publique font partie des sujets qui vont être discutés lors de ce 14e colloque international des finances publiques qui se tient, je le rappelle, les 18 et 19 novembre à Rabat. Les finances publiques et la transition numérique. Pour citer quelques-unes des thématiques, évaluation des politiques publiques, on en parlait à l'instant, ou encore tout simplement faire face à la fragilité sociale, et donc qui fera aussi l'objet de plusieurs tables rondes en présence de plusieurs personnalités. Donc ça s'étalera sur 2 jours. Je voudrais revenir avec vous sur cette visite du directeur général des finances publiques de France, Jérôme Fournel, qui a donc visité le Maroc les 8 et 9 novembre dernier, soit presque 2 ans, jour pour jour, après la mise en œuvre du jumelage entre la Trésorerie générale du Royaume et la Direction générale française des finances publiques. Quels sont les résultats de cette coopération et quelles sont les nouvelles pistes de coopération, s'il toujours il y en a? Alors la coopération entre le Maroc et la France est une coopération historique. Les 2 administrations ont toujours eu des entretiens et des échanges d'expériences. Nous avons nos fonctionnaires qui vont à l'École nationale des finances publiques en France, et nous avons aussi des experts français qui viennent au Maroc, et nous nous retrouvons souvent dans des colloques, dans des conférences. Cette coopération, justement, c'est bien que vous ayez posé la question, parce que c'est la mise en œuvre de la loi organique des finances de l'État. Du moment qu'en France, ils ont eu la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, en 2001, donc ils ont une longueur d'avance, et au Maroc, nous l'avons mise en place. Nous sommes en train, la coopération a touché les aspects budgétaires, les aspects comptables, surtout la mise en œuvre de la réforme comptable, cette réforme
qui inclut la réforme, c'est-à-dire la comptabilité générale, c'est comme la comptabilité d'une entreprise. Donc nous avons une idée globale de nos immobilisations, de nos inventaires, également de nos engagements hors bilan. Ça, en fait, tout ça participe à la transparence des finances publiques. Nous avons aussi de la coopération en ce qui concerne la gestion du personnel de l'État. Vous savez qu'à la Trésorerie générale, nous payons pratiquement 1 million de personnes par mois entre l'État qui fait 750 000 personnes et les collectivités territoriales. Nous avons aussi des échanges sur les marchés publics, qui est un aspect fondamental de la gestion des finances publiques parce que vous le savez, grâce à la commande publique, les entreprises peuvent améliorer leur chiffre d'affaires parce que tous les barrages que vous voyez, toutes les routes, ce sont les entreprises privées qui bénéficient de cette commande publique. Donc cette coopération, elle est assez riche. Plusieurs aspects, les aspects aussi de la gestion des finances locales et en même temps nos systèmes d'information s'améliorent de jour en jour. Vous avez vu que pour la commande publique pendant le Covid, il y a eu le dépôt électronique des factures des entreprises qui ont été payées à temps. Et je tiens au passage à remercier tous les gens qui travaillent au ministère de l'Économie et des Finances et notamment à la Trésorerie générale parce que pendant cette période Covid, nous avons pu payer et les fonctionnaires, payer la dette à temps, assurer les financements pour les entreprises, pour les ménages. Et je crois que cette coopération dont vous avez parlé à l'instant, j'allais dire, elle est stratégique, et elle se poursuit dans le temps. Et d'ailleurs, il y a une extension de cette coopération, de ce jumelage pour encore une année, afin de terminer les chantiers qui ont été lancés dans cette coopération. Très bien. Nordine Bensouda, trésorier général du Royaume, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous remercie. Et nous passons à présent à la seconde partie de questions d'actu. Faire face à la fragilité sociale, c'est l'une d'ailleurs des sous-thématiques majeures du colloque international sur les finances publiques. Justement, le chantier de généralisation de la protection sociale répond à cette fragilité. Ce chantier avance, notamment avec l'adoption en Conseil du gouvernement de plusieurs décrets qui permettent d'activer la mise en œuvre de cet énorme chantier. Nous en parlons ce soir en compagnie de Abdelmjid Blaïch, expert des marchés pharmaceutiques et chercheur en économie de santé, et un autre expert, cette fois-ci en politique publique et en économie, en la personne de Khalid Ben Ali. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors la généralisation de la protection sociale au menu du Conseil du gouvernement, donc ces projets de décret sont censés activer la mise en place de ce chantier énorme entamé dans notre pays. Comment, selon vous, ces décrets-là peuvent aider à activer la machine, si on peut l'appeler ainsi, de la généralisation de la protection sociale? Khalid Ben Ali. Que le chantier de la protection sociale a été mis en place sur directive et orientation royale en 2021 et il a été très activé suite aux conclusions et aux impacts de la pandémie. Aujourd'hui, nous assistons à la phase de mise en œuvre de la couverture médicale universelle qui lui a été consacré un délai entre 2021 et 2022 pour que le chantier de la couverture médicale soit bouclé. Donc, et ça a été précisé au niveau de la loi. Donc, il s'agit aujourd'hui de concrétiser une disposition légale qui existe au niveau de la loi 921. La mise en place de ces mécanismes va permettre de réduire les populations qui ne bénéficient pas de couverture. Il s'agit de commerçants et d'artisans, il s'agit des auto-entrepreneurs, et il y a en plus beaucoup de catégories qui ont commencé à être affiliées en application des lois 98-15 et 99-15 relatives au régime AMO pour les indépendants et les travailleurs non salariés et le régime de retraite pour ces populations. Abdelmjid Blaïch, quelles sont selon vous les mesures, notamment d'ordre organisationnel, en tant que chercheur dans le domaine de la santé, en économie de santé? Quelles sont les mesures organisationnelles pour la mise en œuvre de ce chantier? Les mesures bien sûr prioritaires à prendre.
Bien sûr, la première des choses, c'est la mise en place d'un cadre juridique. Les 6 décrets qui étaient donc examinés hier rentrent dans ce cadre. Bien sûr, on ne peut pas du jour au lendemain inclure des personnes dans le système de protection sociale, dans l'assurance maladie, s'il n'y a pas des textes de loi qui permettent ça et qui organise à la fois les cotisations, la part qui revient à l'État, la part qui revient aux cotisations et tout ça. Tout ça, ça demande la mise en place de ce cadre juridique d'abord, avant de passer à l'organisation elle-même, qui est une organisation qui est très complexe, où on va voir la digitalisation, où on va voir la mise à niveau des infrastructures, où on va voir un certain nombre de choses. Très bien, il y a aussi des mesures financières et des coûts. Khalid Ben Ali, 23 milliards et demi de dirhams. Donc, c'est le budget du ministère de la Santé dans le cadre du PLF 2022. Mais qu'en est-il pour la couverture sociale généralisée et aussi comment financer tout cela? Parce que c'est un coût annuel estimé à quelques 51 milliards de dirhams annuels. Encore une fois, je le répète. Est-ce soutenable? Tout d'abord, de revenir à l'aspect juridique qui a été abordé par mon collègue. Alors, notons maintenant la logique qui a été adoptée depuis quelques années, c'est adopter une loi cadre qui réglemente, qui comprend l'ensemble des aspects généraux et insérer et ouvrir la porte à l'insertion des textes et des spécificités de chaque population. Alors, cette démarche a été entamée, a été mise en place au niveau de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base, qui définit les grands axes, et chaque régime d'assurance maladie obligatoire vient s'insérer à travers sa propre disposition, ses propres particularités, sachant que tout ce qui est commun, il répond à ce qui est commun, il est là. Contrairement à la procédure juridique précédente dans les années 70, où nous nous trouvons avec la CMR un texte à part, le LCR un texte à part et la CNSS un texte à part. Aujourd'hui, nous avons tendance à créer des lois cadres, et ces lois cadres, c'est un moyen juridique très important qui permet de raccourcir et de rétrécir le délai de mise en place. Alors, concernant les coûts, aujourd'hui, la loi 9021 a mis en place la couverture médicale, la couverture de la protection sociale généralisée avec un coût global de plus de 50 milliards de dirhams, dont 23 sont à caractère non contributif, c'est-à-dire 28 c'est des cotisations et le reste c'est dans le cadre de la solidarité. Maintenant, comment financer tous ces chantiers? C'est une question qui s'impose. Mais n'oublions pas que la loi, en même temps la loi 9021, a mis en place ou bien a fixé certains moyens de financement à travers la réforme du secteur de la santé, la réforme fiscale et la caisse de la compensation. Aujourd'hui, la loi de finances a consacré 4,2 milliards de dirhams pour la migration des ramisis vers le nouveau régime d'assurance maladie obligatoire qui leur sera distribué. Et ce régime leur permettra de bénéficier dans le cadre de l'égalité et de la légitimité d'accès aux soins au niveau du secteur public, donc au niveau du secteur privé. Donc, en premier lieu, quand il s'agit d'un texte de protection sociale, parce que la finalité in fine, c'est quoi? C'est protéger les individus contre les risques sociaux qui peuvent baisser leurs revenus ou augmenter leurs charges. Donc, la finalité, c'est mettre à la disposition du sauvegarde. Ça, c'est la finalité. Bon, le coût, il y aura certains coûts, mais c'est un coût à répartir sur plusieurs années. Et c'est un investissement social qui nous évitera dans l'avenir de tomber dans la fragilité et de nous retrouver avec 70% de personnes de la population qui ont besoin d'aide, comme ça a été le cas dans le cadre du Covid. Le financement aujourd'hui, la logique et les normes internationales précisent toujours qu'il faudrait que le pays dispose d'un revenu national disponible très important pour pouvoir dégager des impôts, pour pouvoir financer la solidarité. Oui.
Abdelmjid Belaiche, justement, puisqu'on parle de financement, quid de la stratégie de financement pour la santé selon vous? Oui. Alors, on a parlé des 23 milliards et demi qui, elle, va aller à tout ce qui est ministère de la Santé, les salaires, la mise à niveau des hôpitaux, etc. Tout ça. Par contre, les 51 milliards seront à 55% issus de cotisations, de gens, bien sûr, qui sont en mesure de cotiser, et 45% provient de l'État. D'une part, alors, quelles sont les différentes sources de ce financement étatique? Il y a bien sûr le budget de l'État, il y a des recettes fiscales réservées au financement de la protection sociale, telles que la taxe sur la solidarité qui date de 2021, les ressources dégagées suite à la réforme de compensation, où on va quand même gagner un peu d'argent dans la compensation qu'on pourra mettre dans ce projet. Toutes les autres ressources qui peuvent être mobilisées en fonction de textes législatifs réglementaires, l'intégration des ramidistes dans ce système, et bien sûr, on ira chercher de l'argent à travers la fiscalité dans un certain nombre de choses. On ira, par exemple, taxer un certain nombre de produits qui ont un impact négatif sur la santé. Je pense en premier lieu à l'alcool et à la cigarette, mais certainement, on passera aussi peut-être au sucre, peut-être. Mais il y a tellement les facteurs liés à la pollution. Tout ça sera. Et n'oubliez pas une chose, comme on est en train de parler de faire en sorte qu'il y ait un recensement social-économique à travers le registre social, on va pouvoir savoir tout on va avoir une visibilité plus profonde sur ce qui se passe dans notre pays, et on va pouvoir ainsi intégrer une part de notre économie qui est l'économie informelle, c'est-à-dire que ces gens-là vont être intégrés. Bien sûr, ils ne vont pas que bénéficier de ce système de santé, mais en fonction de leur revenu, ils vont quand même avoir une contribution fiscale. Et ceci permettra de ne pas alourdir la fiscalité sur les gens qui cotisent déjà, mais quand même d'élargir l'assiette. Donc, il y aura un certain nombre de sources qui vont être recherchées pour financer ce financement qui est énorme. Aujourd'hui, malheureusement... Je vous laisse finir peut-être. Aujourd'hui, malheureusement, 50% des dépenses santé sont assurées par les ménages, alors que les recommandations de l'OMS parlent qu'elles doivent être inférieures à 30 et à 25%. Et quand on compare même le Maroc par rapport aux pays voisins, c'est les ménages qui supportent les gros des dépenses de santé, malheureusement. Oui, alors justement, comment assurer cette égalité des chances à l'accès au diagnostic et bien sûr aux soins dans le cadre de cet élargissement de la couverture sociale ou plutôt médicale, Abdelmjid Belaiche? Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous avons plusieurs régimes différents. Nous avons une santé à deux vitesses. D'une part, l'AMO CNSS RAMED et l'AMO CNSS LAMO CNOPS, qui, elle, offre un service quand même d'une certaine qualité. C'est important de le dire. Et en face, les ramédistes qui, eux, ça a été un système où l'offre est plus théorique que la pratique, puisque les patients vont à des hôpitaux, ont des rendez-vous qui dépassent les 6 mois, font face à un manque de médecins, n'arrivent pas à accéder aux scanners, etc. Donc, il faut en finir avec cette santé à deux vitesses. En plus, il y a un problème d'injustice qui est que le bénéficiaire de l'AMO peut choisir son médecin, tandis que le ramidiste, on va l'obliger à suivre un parcours qui ne fonctionne pas. Bien sûr, il y a une autre source d'économie qui est très importante et à laquelle que l'on ne doit pas oublier, c'est que le parcours de santé doit être organisé et pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez des malades qui ne bénéficient pas de soins et en face, vous avez des malades qui sont dans l'abus, qui sont dans des dépenses
catastrophiques et des dépenses inutiles, importantes et inutiles, tout ça, il faut l'organiser. Il faudrait vraiment le parcours de santé, ça commence par un centre de santé, un médecin généraliste, parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens vont directement vers un spécialiste, et pas le bon spécialiste qui convient à leur état. Ils vont faire un certain nombre d'actes ou d'analyses qui ne correspondent pas à leur état de santé. Tout ça, il faut l'organiser. Donc, il y a du gaspillage d'un côté et un manque. De l'autre côté, il y a un gros gaspillage auquel il faut mettre fin en organisant le parcours de santé, en valorisant bien sûr les tarifs de référence qui sont aujourd'hui totalement déconnectés par rapport à la réalité. Et donc, je dirais, même s'il fait peur ce chiffre de 51 milliards, moi je pense qu'on pourra, en étant imaginatif et innovant, trouver les sources qu'il faut. Très moi, bien. Ce qui me fait peur, c'est le problème des ressources humaines au niveau de nous y reviendrons, Abdelmjid Belaiche, mais je veux rester sur cette question de gaspillage que vous avez évoquée et m'adresser à présent à Khalid Ben Ali. Comment justement capitaliser sur les expériences, je ne dirais pas l'expérience, mais les différentes expériences menées dans le cadre de la santé, du système de santé marocain et toutes les réformes qui se sont succédées pour assurer une gouvernance optimale de ce système généralisé de couverture sociale. Mais quand il s'agit de système de couverture médicale, il y a lieu de préciser que la mise en place ou bien la généralisation de la couverture nécessite qu'il y ait un équilibre dans l'économie et qu'il y ait moins du secteur informel. Et tout ça pour pouvoir disposer des moyens de financement à titre contributif et des moyens de financement dans le cadre de la solidarité. Donc, qu'en est-il de l'expérience marocaine en matière de couverture médicale de base? La couverture médicale de base a été mise en place en 2005 à travers la mise en œuvre de la loi 6500. Cette loi a précisé au niveau du préambule qu'il s'agit de réduire de l'objectif à travers la mise en place de cette assurance et de permettre aux salariés du secteur public qui ne disposent pas d'une couverture d'en disposer. Et ça, c'était je dirais, un gain, un élément positif. Le deuxième, c'est de réduire le montant qui était à la charge des ménages, qui était de 54% environ. Ce montant n'a pas été réduit, d'autant plus que la loi a indiqué qu'il y a une possibilité de progressivité de mise en place de couverture aux populations qui n'en bénéficient pas. Notons la première observation, c'est que les ramédistes ont bénéficié 7 ans après de la couverture médicale de base, alors qu'ils sont prioritaires. Deuxièmement, le RAMED, le gestionnaire de RAMED, c'est l'Agence nationale de l'assurance maladie, et elle ne le gère pas. Lorsqu'il a été mis en place, il est géré par le ministère de l'économie et des finances. L'ANAM est chargée de remettre les cartes. Est-ce que l'Agence nationale d'assurance maladie a joué son rôle de régulateur pleinement? Pourquoi les tarifications nationales de référence n'ont pas été revues depuis 2005? Ces éléments-là, aujourd'hui, sont mis en place quand on met un régime. Le deuxième élément, c'est que quand on met un régime aujourd'hui, il faut s'assurer de l'équilibre financier et de la viabilité financière à long terme. La viabilité financière à long terme, c'est par des... Mais elle est du ressort du qui? Alors Khalid Ben Ali, elle est du ressort de qui, cette viabilité à long terme? En sachant bien sûr que ce projet-là va s'étaler sur plusieurs années. Mais maintenant, c'est pour cela que je vous dis, pour les lois qui concernent les indépendants, la loi 98-15 concernant la couverture médicale, les textes ont été basés sur des études actuarielles pour assurer des équilibres à long terme. C'est-à-dire qu'on a opté, parce que l'étude actuarielle n'était pas très, très utilisée dans les années 70. C'est qu'à partir de fin des années 90 qu'on s'est engagé dans un processus d'étude actuarielle dans le cadre de la réforme du secteur de retraite, et on a découvert, je dirais, un peu l'importance de cet outil. Aujourd'hui, il y a l'Agence nationale de l'assurance maladie obligatoire, mais notons que parmi les décrets qui seront examinés aujourd'hui, c'est une commission interministérielle qui va se charger du pilotage de ce dossier. Et d'après les déclarations du ministre de la Santé, il y aura des représentants des finances de l'ANAM. Donc, les questions d'ordre technique, d'ordre actuariel, d'ordre financier et d'ordre juridique seront présentes à la table. Parce que
il faut bien qu'on précise une chose. Quand on met un régime de retraite, par exemple, on met un régime de retraite, dans les premières années, vous avez beaucoup de cotisations et il vous semble que vous êtes excédentaire. Mais quand on fait un calcul actuariel, il se peut que le régime, il démarre dès le départ déficitaire parce qu'il ne peut pas assurer à un âge donné la couverture des engagements. C'est pour cela aujourd'hui qu'au Maroc, tout ce qu'on essaie de mettre dans le domaine de la prévoyance sociale, il est basé sur des études financières, sur des études juridiques et sur des études actuarielles. Et démographique, Khalid Ben Ali, et démographique. Je dirais démographique, ça entre dans l'actuariel. Parce que quand on fait une étude actuarielle, c'est quoi? C'est une entrée et sortie démographique. Et en face, c'est les entrées d'argent et les prestations. Donc, c'est un tout. Et déjà, nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut se passer pour une étude actuarielle? Quand on met une hypothèse, ça peut changer au bout de 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire il faut maintenant des mécanismes de revalorisation, de revision des hypothèses chaque 2 ans, 3 ans, parce que les hypothèses changent. Quand on met une hypothèse d'un taux de placement des excédents, on table sur 5%, peut-être qu'on ne peut pas tabler sur 5% pour 30 années. On table sur 5%, on peut, après 4 ans, voir est-ce qu'on maintient ce taux, on le révise. Et c'est ça l'importance. Mais je dirais que, encore une fois, la généralisation de la protection ne peut pas être comme un coût, plutôt comme un équipement économique et social et socio-démographique pour l'avenir. Très bien. Un commentaire, Amjid Belaiche, et surtout par rapport à cette question de gouvernance qui vous tient à cœur, parce qu'on en a discuté, on a eu l'occasion d'en discuter dans plusieurs émissions, cette gouvernance du système de santé de manière générale, soit pour le système de santé, soit aussi pour les produits pharmaceutiques. Quand je dis système de santé, c'est-à-dire système de soins, mais aussi en ce qui concerne les médicaments. Oui. Alors, bien sûr, quand il s'agit de santé, il est important de verrouiller ce système de parcours, le parcours des soins, pour éviter ces gaspillages, mais aussi mettre en place les recommandations thérapeutiques pour toutes les maladies. Aujourd'hui, on a pour certaines grandes maladies telles que l'hypertension, le diabète, etc., mais il faut que ça soit généralisé. Si vous voulez, il faudrait que le médecin qui est à Tata, comme le médecin qui est à Casablanca ou celui qui est à Oujda, traite de la même manière un cas qui se présente, commence par telle analyse que plutôt par une autre, fasse telle radio plutôt qu'une autre, etc. Tout ça dans le but d'optimiser, l'objectif étant d'optimiser les ressources. Les ressources sont rares, c'est difficile à mobiliser. S'il n'y a pas derrière tout un tas de mesures pour le suivi, pour l'évaluation, pour la traçabilité, ça ne peut pas réagir. La gouvernance, c'est vraiment la base de la réussite de ce système. Et il faut qu'il y ait vraiment une véritable rupture, un véritable électrochoc. Il ne faut pas qu'on reste dans la continuité et qu'on reste dans les modèles qui ont prévalu pendant les décennies passées. Il faut vraiment. Oui, mais il faut des femmes et des hommes pour accompagner ce changement que vous décrivez comme qui doit être comme un électrochoc. Or que c'est aussi le talon d'Achille aujourd'hui. C'est l'un des axes de la réforme de la santé dans le cadre du PLF, mais en même temps, c'est l'une des faiblesses aussi, et on manque terriblement de femmes et d'hommes dans ce système de santé marocain. Absolument, c'est le défi, le plus gros défi, l'un des plus gros défis du ministère de la Santé, c'est arriver à mobiliser assez de ressources humaines pour répondre aux besoins de la population et de manière bien répartie sur le territoire marocain. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de médecins dans le personnel soignant, surtout dans la santé publique, parce que c'est elle qui souffre plus de ce problème. Les médecins qui travaillent et à qui on demande des horaires impossibles sont mal payés, donc le métier n'est pas attractif. Et même quand on parle de faire venir les médecins de l'étranger, moi j'y crois pas. Si on ne valorise pas déjà le salaire des médecins existants, on aura toutes les difficultés du monde à les garder. Peut-être qu'eux aussi vont partir vers le privé ou vers l'étranger. Il faut aujourd'hui construire un hôpital fort et un hôpital
pas un hôpital pauvre pour des pauvres, mais un hôpital qui soit un centre d'excellence et qui puisse concurrencer le secteur privé et être au même pied d'égalité, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Manque d'infrastructures, du matériel souvent en panne et un manque criant de professionnels, surtout dans les zones les plus éloignées, les plus enclavées, le rural, où malheureusement personne ne veut aller travailler parce qu'on n'arrive pas à motiver les médecins pour qu'ils aillent travailler dans ces centres. Et malheureusement, là aussi, nous avons une santé à deux vitesses sur le plan régional. Absolument. Déjà entre public et privé, et sur le plan territorial également. Un mot là-dessus pour finir, Khalid Ben Ali. Alors, toujours par rapport à ce qu'a avancé mon collègue, je dirais que il y a eu, pour moi personnellement, la gouvernance, il s'agit juste de réorganiser ce qu'on a. On gagne à peu près 30% dans les charges qui sont engagées. Pourquoi? Parce que nous avons des CHU qui sont des structures qui ont l'autonomie financière et indépendance, et ils ne le sont pas. Ils sont financés par des subventions du ministère de la Santé. Nous savons, au niveau de la formation des médecins dans les facultés de médecine, depuis 2004, il a existé une situation où 30% de sexe masculin et 70% de sexe féminin. Je ne suis pas là contre l'égalité, mais toujours il faut dire des choses que. Et quand les médecins sont sur le marché du travail, il y a des difficultés pour aller dans les zones lointaines, et on se retrouve avec une pénurie de médecins dans des zones lointaines et un secteur public qui n'est pas attractif. Aujourd'hui, le RAMED, quand on l'a mis en place, il a été géré par la pénurie. Quand on s'adresse à un centre de santé, il n'y a pas le scanner ne fonctionne pas, le médecin n'est pas là, donc on passe à un niveau supérieur. Et qu'est-ce qu'il en a résulté? Il en a résulté que tout le monde a accès au centre, au CHU, et on se trouve avec des délais très longs, ce qui pousse les ramédistes eux-mêmes à aller au secteur privé et débourser de leur poche pour se soigner. Le troisième élément, au niveau de l'assurance maladie obligatoire, il y a beaucoup de choses à faire, un reprofilage. Il faudrait le médecin traitant parce que rapidement, Khalid Ben Ali, vraiment en quelques mots pour terminer, parce que le temps de l'émission est quasiment fini. J'espère que le chantier qui est mis en place, le dispositif, l'expérience et le recul qu'on a nous permettra de mettre en place un système viable, équitable pour tout le monde, un système qui nous protégera dans l'avenir si des crises sanitaires seront là, et un système qui nous permettra de moderniser notre secteur santé et de capitaliser les ressources humaines. Ce que nous souhaitons pour nous tous et pour les prochaines générations. Merci beaucoup Khalid Ben Ali, Abdelmejid Belaiche. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.